après la mort du président. Ce qui était tout à fait normal parce que aucune prophétie ne prédisait l'existence du parti après Étienne Tshisekedi. Et il fallait vraiment beaucoup de courage, de la détermination, d'affronter ces monstres inconnus. Et aujourd'hui, en tant que secrétaire général du parti, numéro 1 actuellement au parti jusqu'au congrès, j'ai la joie de vous annoncer que le parti se porte bien et que la mobilisation est très forte. Nous sommes devenus plus forts. Plus fort, le parti est en ordre de bataille et nous croyons sincèrement que ceux qui pensaient qu'après la mort du président, ils auront tout le temps de se jouer du Congo avaient tort. Alors, mon exposé, je voudrais aussi, je voudrais aussi vous parler de la situation des obsèques du président, parce que cela n'est pas prévu dans ce que j'ai prévu pour vous. Mais ici, comme vous le savez, le régime de Kabila refuse le rapatriement et l'inhumation du président Tshisekedi au Congo. Nous avons essayé par tous les moyens d'obtenir le rapatriement du corps du président, mais cela s'est avéré difficile parce que il y a des situations, il y a des points qui semblent être difficiles pour nous, que nous n'avons pas le pouvoir de faire parce que ces rapatriements exigent beaucoup d'autres préalables, notamment la régie des voies aériennes qui intervient, il y a les autorisations émanant du pouvoir qui ne dépendent pas de nous. Mais si tout dépendait de nous, on aurait rapatrié le corps du président et organisé des obsèques dignes de son nom. Pourquoi le pouvoir refuse de rapatrier le corps du président? Nos enquêtes nous ont fait savoir que Kabila a très peur. Il a une peur bleue de Tshisekedi, même mort. Il pense que ce corps à Kinshasa suscitera de tensions qui peuvent amener, des tensions qui peuvent amener le peuple congolais à une insurrection. Une insurrection et même, il pense même que cette insurrection peut amener le pouvoir à partir. Ils ont peur également de voir qu'après avoir violé la Constitution, violé l'accord, contraint le peuple à une souffrance, à une misère, et que accepter que le corps arrive, ça serait un suicide pour eux. Alors, ils s'évertuent à bloquer le corps, et nous ne baissons pas la garde parce que nous continuons à nous battre. Nous continuons à nous battre. Après qu'ils aient balancé dans les réseaux sociaux les communiqués conjoints qu'ils ont signés plusieurs mois après, nous estimons que l'accord est arraché. Maintenant, ce qui reste, c'est le moyen. Comme ils ne veulent pas mettre le moyen de l'État à la disposition de la famille pour l'organisation des obsèques, l'UDPS et les autres partenaires vont trouver les moyens nécessaires et nous allons organiser ces obsèques. Pourquoi? Parce que nous nous sommes déjà mis d'accord sur les lieux où sera inhumé le président Tshisekedi, sur le lieu où sera exposé le corps. Je crois que vous avez eu le temps de lire ces communiqués. Mais le drame, c'est que M. Obed Minakou n'a pas signé ces communiqués le 6 juin. Chadari, voilà, m'excuserez, Chadari, qui discutait directement avec le secrétaire général adjoint qui est à mes côtés, il n'a pas signé ces communiqués le 6 juin.
Et s'il l'aurait fait, on voit mal pourquoi il ne pouvait pas le mettre à notre disposition. Il l'a gardé, pourquoi? Bon, nous comprenons le fait qu'ils ont balancé ces communiqués dans les réseaux sociaux, c'était une façon de se justifier par rapport aux déclarations de la veuve Marthe Tshisekedi sur TV5. Alors ils ont voulu faire croire à l'opinion que ce n'était pas un problème lié à un quelconque accord entre le parti, la famille biologique et le pouvoir, mais ils voudraient chercher les diables ailleurs. Toutefois, on comprend leur jeu, ils sont de mauvaise foi. Nous pensons que la question de l'inhumation du président Tshisekedi exige maintenant une grande mobilisation. Une mobilisation tout azimut au pays, tout comme ici dans la diaspora. Nous pensons et croyons que le pouvoir de Kabila a outrepassé les limites parce que Kabila ne peut pas opprimer le peuple, Kabila ne peut pas massacrer le peuple congolais, arriver jusqu'à priver le peuple congolais les obsèques de leur leader. Tshisekedi, c'est pas n'importe qui dans notre pays. On l'appelle père de la démocratie. C'est un modèle pour la jeunesse aujourd'hui. Il s'est battu pour la démocratie dans notre pays. Personne n'a mené le combat qu'a mené Tshisekedi jusqu'à preuve du contraire. Et pour ça, il méritait du respect, de la considération, pas seulement de manière théorique, mais le gouvernement congolais, l'État congolais devait le prouver par des actes. Mais parce qu'ils sont inconscients, et parce que c'est un pouvoir dictatorial, ils veulent combattre Tshisekedi jusqu'à sa mort. Et nous prenons acte, nous pensons que ce combat ne se limitera pas ici. Nous irons aussi jusqu'au bout avec le même combat. Et pour chuter, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, le président Tshisekedi ne sera jamais enterré en Belgique. La solution sera trouvée d'une manière ou d'une autre avec le départ de Kabila du pouvoir. In fine, parce que nous allons les chasser et nous enterrerons notre président en toute dignité. Merci beaucoup. Ma communication de ce soir aura 3 points, 3 petits points. Nous allons exposer sur la crise dans notre pays et des propositions que l'UDPS vous fait, le rassemblement bien entendu, parce que l'UDPS est au rassemblement. Mais tout d'abord, nous allons expliquer l'origine de la crise que nous vivons au Congo. En deuxième lieu, pourquoi l'UDPS, pourquoi nous, d'abord l'UDPS, ensuite le rassemblement, avons accepté de dialoguer avec Kabila en 2016. Et enfin, quelle est notre position actuellement? Depuis que je suis ici en Europe, j'ai entendu des contre-vérités. Des gens raconter des mensonges sur nous. Et c'est justement pour ça que j'ai préparé mon discours sur ces 3 points, en commençant par l'origine de la crise. Et aussi expliquer aux gens pourquoi nous avons dialogué, parce que le dialogue que nous avons fait en 2016 n'est pas celui que le président Tshisekedi avait exigé dans sa feuille de route. Je vais expliquer le 2. D'abord, l'origine de la crise. Il est connu de tous, ici, que ce que nous connaissons dans notre pays actuellement tire ses origines depuis les années de l'indépendance. Après l'indépendance, notre pays a sombré dans une crise
qui finalement a donné naissance à une dictature longue de 32 ans. C'est depuis l'accession de notre pays à l'indépendance que le Congo fait face à des guerres, à des rébellions, à la misère, à la pauvreté. Les années 60, bien entendu, ont été les années de gloire pour notre pays parce que nous étions capables de rivaliser le Canada, la Corée, l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, les gens quittaient Johannesburg pour venir se faire soigner à Sendwe et à Lubumbashi. C'est pour vous dire que notre pays avait un certain niveau. Si le cap avait été tenu, aujourd'hui on serait une grande puissance. Mais le Congo étant ce qu'il est avec toutes les réalités que nous connaissons, scandaleusement riche, au cœur de l'Afrique, avec sa position géostratégique, nous avons vécu ce que nous avons vécu. Mais curieusement, les Congolais n'ont pas laissé, ils ne se sont pas laissés berner par qui que ce soit, parce que la lutte, le combat commençait tout de suite quand la crise éclata. Vous savez l'histoire qui a milité à la création de l'UDPS avec les 13 parlementaires. C'est pour vous dire que les Congolais prenaient conscience depuis très longtemps. Et parce que nous devrons combattre Mobutu, les faire partir, ceux-là qui ont été à la base de la crise de 1960 ont estimé placer d'autres personnes à la tête de notre pays que ceux qui se battent pour l'intérêt du Congo et du Congolais. C'est ainsi qu'on a vu un conglomérat d'aventuriers venir. Mine de rien, ils sont à la tête du pays, avec l'aide extérieure, notre armée infiltrée du haut en bas, nos services de sécurité, et la suite, vous la connaissez. C'est pourquoi je m'adresse à vous, la diaspora, que l'UDPS, c'est bien le fer de lance de ces combats. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Et c'est un non-sens de penser aujourd'hui que l'UDPS serait en connivence avec une dictature, alors que nous avons combattu toutes les dictatures. Nous avons eu à faire face à des forces obscures terribles. Parce que dans mon développement, vous comprendrez que nous nous battons pas seulement contre Joseph Kabila, mais nous nous battons contre des puissants qui sont derrière Joseph Kabila. Pensez que l'UDPS a changé ses manières de combat, voudrait déroger de la règle, c'est vraiment un non-sens. Pourquoi avons-nous accepté de dialoguer avec Kabila? Parce que la crise politique que nous avons connue depuis 1960 a connu son paroxysme avec l'entrée de l'AFDEL. Parce que là, le pays était divisé. On a vécu des histoires que nous n'avions jamais vécues depuis l'histoire de ces pays. Le viol massif des femmes, les tueries, l'enrôlement des mineurs dans des groupes armés. Ça, c'était affreux. Ça, c'est l'histoire qu'on colle à la République démocratique du Congo à partir de l'entrée de l'AFDEL. Ce qui est malheureusement devenu une identité même de notre pays. Viol massif, guerre, groupes armés, rébellions, enrôlement des mineurs. On peut facilement nous identifier à travers ça. Mais
nous ne nous sommes jamais posé la question comment Joseph Kabila est arrivé à la tête du pays. Ce ne sont pas les Congolais qui l'ont mis là-bas. Mais qu'est-ce que Joseph Kabila représentait en 2000? Qu'est-ce qu'il représentait? Parce qu'on l'a vu entrer comme tout Kadogo, avec des bottes. On l'a vu entrer. Mais qui l'avait placé là-bas, là où il est? Sûrement que ce n'est pas moi et vous. Si ce n'est pas moi et vous, peuple congolais, ça doit être quelqu'un d'autre. C'est qui? Ici, je vais être aussi correct pour ne pas parler de la communauté internationale, parce que la communauté internationale, c'est un terme vague. C'est des groupes d'intérêts mafieux, des groupes d'intérêts économiques et financiers, des lobbies puissants qui ont décidé de les placer à la tête du pays, contre la volonté du peuple congolais. Il les place là-bas, pas pour servir le peuple congolais, mais pour les servir et se servir lui-même. Raison pour laquelle Joseph Kabila a plus de 15 milliards de dollars. Nous parlons aujourd'hui de 18 milliards. Son frère Zoé Kabila en compte autant, plus de 5 milliards. Jeannette Kabila, n'en parlons pas. Donc, le clan Kabila, aujourd'hui, peut se targuer une quarantaine ou cinquantaine de milliards de dollars dans un pays qui a un budget annuel de moins de 5 milliards. Voyez-vous? Parce que la démocratie, c'est le peuple. Dans un pays où il y a la démocratie, les dirigeants ont peur du peuple. Mais là, chez nous, les dirigeants n'ont pas peur du peuple, mais ils ont peur d'autres personnes ailleurs. Là, ils vont faire des courbettes. C'est le cas de Joseph Kabila. Et partant de cela, nous devons maintenant nous poser des questions. Comment les faire partir? Parce qu'il faut savoir qui l'a mis là-bas pour bien négocier son départ. C'est ainsi qu'après les élections de 2011, que le président Tshisekedi avait gagné haut la main. Que Kabila et ses complices avaient pris l'option de ravir la victoire de Tshisekedi pour gouverner notre pays par défi. Une idée, un concept fut mis sur pied par le président Tshisekedi, le dialogue. Pourquoi dialoguer? En premier temps, le président Tshisekedi, vous le saviez comme moi, qu'il prêta serment pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était fait et que c'était lui le président de la République. Il demande au peuple de l'accompagner jusqu'au stade afin de prêter serment. Vous avez vous-même vu ce qui était à Kinshasa à l'époque, avez vu la force qui avait été déployée par Kabila. Je vous informe que des tirs ont été dirigés à l'endroit du véhicule du président Tshisekedi. Il serait même mort. Et il a été mis en résidence surveillée 2 mois et 2 mois. Vous pensez que ce que vous appelez communauté internationale, elle dormait? Elle dormait? Non, mais elle regardait.
Et le président Étienne Tshisekedi avait compris qu'il fallait dialoguer pour préparer de bonnes élections dans notre pays. Ce dialogue était transversal, pas seulement avec Joseph Kabila, mais aussi avec ceux qui l'ont déposé là-bas. Et le président Tshisekedi avait même sorti une feuille de route d'un dialogue qui devait avoir lieu entre les camps de Joseph Kabila et les camps du président Étienne Tshisekedi, qui est le camp du peuple. Ce dialogue est différent de celui que nous avons tenu en décembre. Parce que le dialogue prôné à l'époque, dans la feuille de route de l'UDPS, préparait la voie aux élections avant la fin du mandat de Joseph Kabila, pas après. Et nous exigeons ce dialogue depuis 2014. Ce n'était pas pour glisser avec Kabila. Justement, quand on exigeait ce dialogue en 2014, c'était pour qu'on se mette d'accord sur bon nombre de questions, régler la crise de 2011 et ensuite envisager de voies et moyens pouvant nous amener à des élections crédibles en 2016. Parce qu'il n'y avait pas intérêt qu'on puisse aller à des élections qui pourront déboucher sur la mort de nos compatriotes. Et le président Tshisekedi était le premier à comprendre cela, bien qu'il a été mal compris. Mais parce que nous faisons face à un régime imposé. Là, je suis d'accord avec la diaspora quand elle dit que c'est un régime d'occupation. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Ils ont fait semblant. Bien que l'ONU ayant compris la sagesse qu'il y avait dans le chef du président Tshisekedi, avait même sorti à l'époque une résolution. La fameuse 2098. Oui. La fameuse 2098 qui demandait aux Congolais de se mettre autour d'une table, d'engager des discussions dans un dialogue franc et inclusif. Mais Joseph Kabila, toujours dans ses stratégies, il a évité un vrai dialogue en organisant ce qu'il organisait, concertation, machin, pour déboucher sur les négociations du centre de l'OIA, de Kanchachi comme nous l'avions appelé. Il voulait à tout prix se mettre en marche de cette logique qui devait nous amener à de bonnes élections à la fin de son second et dernier mandat. Mais comme déjà en 2016, il nous restait que quelques mois, toute possibilité de dialoguer pour l'organisation des élections avant la fin de son mandat devenait caduque, le président Tshisekedi prit l'option de réunir autour de lui ce que nous appelons aujourd'hui le rassemblement, avec comme seul objectif chasser Kabila du pouvoir. Il y a une différence. Il y a une différence entre faire partir Kabila et les chasser du pouvoir. On fait partir quelqu'un du pouvoir lorsqu'il comprend qu'il doit partir. Mais lorsque quelqu'un ne comprend pas qu'il doit quitter le pouvoir et qu'on peut l'aider à partir, la seule chose qui nous reste, c'est de les chasser. Je pèse bien mes mots. Alors, c'est ainsi que le rassemblement vit les jours, avec comme mot d'ordre, mettre le monsieur hors d'état de nuire. Il vous souviendra de 2 cartons.
jaune et rouge. Le carton jaune fut décerné avec brio à M. Kabila. Nous lui avons donné, nous lui avons fait ces cartons jaunes avec brio. Je vous dis sincèrement que dans cette salle, il y a des gens qui étaient à mes côtés ces jours-là. Le 19 septembre. Il y a des gens qui étaient, je peux même le présenter parce que c'est l'histoire. Nous étions déterminés à faire partir Kabila. La mobilisation du 19 septembre avait prouvé à la face du monde que le président Etienne Tshisekedi avait le peuple derrière lui. Malgré la répression sanglante et barbare qu'avait mis sur pied Joseph Kabila, cette fois-là, mais nous avions démontré que nous étions forts et qu'en décembre, le 19 décembre, le monsieur ne devrait que partir. Mais cela a fait très peur à cette force obscure-là, comme je venais de le dire. Cette force qui avait imposé Kabila au pouvoir, oh, ils se sont dit, mais ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Tout de suite, il dit non, 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 non. Ils doivent dialoguer. Ils doivent dialoguer. Et moi qui vous parle, je suis un témoin privilégié. Parce que tout ce qu'il y avait comme balai diplomatique, commençant par Washington, Paris, Bruxelles, j'en passe, auprès du président Tshisekedi, s'est passé à ma présence. J'ai dû comprendre que la communauté internationale ne s'inscrivait pas dans la logique de chasser Kabila par la rue. Il fallait dialoguer avec lui. Et pour ça, ils nous ont donné des assurances. Je ne voudrais pas citer les noms des personnalités dans cette conférence. Mais ils nous ont donné des garanties. Ils ont dit, Monsieur Etienne Tshisekedi, on sait que tu es fort, tu es populaire, mais évitez le bain de sang. Évitez le bain de sang. Nous vous prions de dialoguer avec Kabila. Nous allons les faire partir tout bonnement. Et sincèrement, parfois que vous ne le savez pas, c'est avec mort dans l'âme que le président Tshisekedi a accepté de négocier avec Joseph Kabila après son second et dernier mandat. Parce que tous ces gens-là qui venaient, vous dites non, 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 mais c'est Etienne Tshisekedi, la sous-région de Grand Lac est fragile, on ne peut pas accepter que Joseph Kabila soit chassé par la rue parce que ça va déstabiliser toute la région, la sous-région, la région. On vous demande de dialoguer avec lui. Voyez-vous? C'est là, c'est pourquoi nous sommes allés dialoguer avec Kabila. Parce que Kabila, c'est un dictateur. Le peuple manifeste pacifiquement, sans armes. Et quand il réprime à feu et à sang, il tue. Voyez-vous? Et quand il tue, nous avons besoin de cette communauté internationale pour constater. Mais c'est cette même communauté internationale qui nous disait on ne veut plus les fusions de sang. Comme si elle ne connaissait pas qui tuait au Congo. Comme si Joseph Kabila avait le droit de tuer les Congolais lorsqu'il manifestait contre lui. Moi qui vous parle ici, j'ai été invité, j'ai eu des entretiens avec plusieurs ambassadeurs, on s'est regardé droit dans les yeux. Et vous savez ce qu'ils me disaient?
Monsieur le secrétaire général, on pense que